Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers Canétois, chères Canétoises. Au nom du conseil municipal et du personnel communal, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux 2023. J'en profite pour les remercier pour le travail réalisé, pour leur mobilisation autour de cet événement annuel. Alors, dès à présent, je vais énoncer le programme de la soirée qui se tient en 3 temps forts. Monsieur le maire reviendra avec vous sur l'année 2022, tout en vous présentant notamment les lauréats des trophées 2022. Viendra ensuite le temps du film, le traditionnel film que nous vous présentons. Et enfin, monsieur le maire vous présentera une sélection des grandes lignes de l'action municipale pour l'année 2023. Afin de débuter cette cérémonie, je vais inviter à monter sur scène monsieur le maire du Caille des Morts, monsieur Jean-Luc Longour. Avec Mégalo, on s'était entendu, je lui ai dit tu touches pas au micro, c'est la première chose qu'il a fait. C'est pas facile le personnel, c'est pas facile. Bien, merci pour cette introduction, Miguel, mon bras droit, mon homme indispensable de la municipalité. Bienvenue à tous. Alors bon, on démarre, même si tout le monde n'est pas encore là, mais on s'adaptera. Merci à tous d'être là et un peu plus particulièrement à Marjorie Vior, qui représente maire du Trône, qui représente le conseil régional et son président région sud Renaud Muselier, mais elle arrivera un peu en retard. Christine Amran, vice-présidente du département et conseillère, vice-présidente du département, arrivera aussi en retard, voire très en retard. Voilà, donc merci Dominique d'être à l'heure. Hein, merci, ça en fait un. Au troisième, voilà, les gens apprécient. Les gens apprécient. Donc merci d'être là. Donc Dominique Lin, qui est maire du Luc, et vice-président du département et qui représente son président Jean-Louis Masson, nouvellement élu, qu'on félicite, et avec lequel, je suis sûr, on entretiendra les meilleurs rapports. Notre ami Michel Mondani, maire des Maillons, bienvenue Michel. Catherine Altar, maire de Puget-Ville. Merci Catherine d'être là. Les représentants de la commune de Carnoul et de son maire Christian David, de Florence Ramon et Arnaud Cavata. Du maire de Gonfaron, Thierry Bongiorno, Didier Siravegna et Jean-Yves Anton. Là, je les ai vus, ils sont là. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous devons aussi accueillir notre ancienne députée, Sorène Mauborgne. Elle avait déjà l'habitude d'être en retard quand elle était députée. Là, je crois que... Ah, elle est là Non, elle n'est pas là. Elle est pas là. Voilà. Il va y avoir un wagon, là. Voilà, donc Sorène, à bientôt. J'ai salué, et je le remercie d'être là, Pascal Blin, directeur régional PACA, région sud de Pôle emploi, et sa directrice de l'antenne du Canet, Nathalie Amat. Pôle emploi, merci d'être là. Oui, nous travaillons très très bien avec l'antenne de Pôle emploi, aussi bien au niveau de la municipalité qu'au niveau de l'intercommunalité, puisque régulièrement on fait des forums de l'emploi, et il y a une véritable synergie entre votre institution et les collectivités. Et je suis même sûr qu'on va continuer à travailler ensemble, parce que sur Varicopole, il est prévu un centre de formation avec des locaux mutualisés, on en a parlé, mais merci Pascal d'être parmi nous. Roland Rolfo, notre ami Roland, président de la Chambre des métiers de l'artisanat, quelqu'un dont on est très proche, avec lequel on travaille très bien. Et son bras droit, Jean-Luc Hérez aussi, bienvenue. Jean-Daniel Tavé, je l'ai pas vu arriver là, il est dans le wagon, dans le train qui arrive. Il n'est pas là, Jean-Daniel. Alors, voilà. Président de la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail du Var. Il n'est pas là. Nos amis militaires et partenaires de la base école générale Leger, le colonel Sylvain Coulon, donc chef d'état-major du général, le général et son adjoint, le colonel Matras, général David Cruzy et son adjoint, le colonel Matras, devaient être là, mais ils ont été retardés, ils devaient prendre un avion qu'ils n'ont pas pu prendre, donc ils rentrent en voiture et ils sont là à minuit. J'ai dit qu'on ne pourrait pas l'attendre. Je salue aussi la présence du délégué militaire départemental, le colonel Luc Moulin. Bienvenue, mon colonel. Bien sûr, le chef de corps de la base, Pierre-Axel, colonel Pierre-Axel Geffroy.
nouveau chef de corps avec lequel on entretient aussi d'excellents rapports. De toute façon, avec la base, on entretient des rapports excellents depuis des années. Et son numéro 2, le lieutenant-colonel Philippe G, qui présente un avantage supplémentaire, c'est celui d'être canétois. Merci d'avoir choisi le Canet. L'adjudant-chef Patrick Blanquert, qui est président des officiers et sous-officiers mariniers. Je sais pas vu? Allez hop, voilà, il arrive. Pour l'école franco-allemande, je salue la présence du lieutenant-colonel Carsten Zedler, qui est assis parmi nous, qui représente le lieutenant-colonel Roland Wistig, commandant allemand, donc en seconde, l'école franco-allemande. Vous savez comment ça fonctionne, l'école franco-allemande. Tous les 3 ans, le commandant en premier est soit allemand, soit français, et inversement, évidemment, pour le second. Donc là, il est français, le premier, comment il s'appelle déjà? Voilà, colonel Mallet, il n'a pas pu être là, donc Wistig devait être là. Et finalement, c'est vous, mon colonel, bienvenue. Et je dirai un mot de l'amitié franco-allemande tout à l'heure. Voilà, dans le même train, il va y avoir normalement le colonel Philippe Bertrand de Balanda, qui est le chef de corps de l'UI2ISC7 de Brignoles. Vous savez, ces gens qu'on envoie sur toutes les catastrophes, là. Et il est canétois, ce cher colonel. Et il n'est pas là, c'est l'autre caractéristique. Il est à la fois, mais il n'est pas là. Voilà. Je remercie les représentants de la gendarmerie, mon capitaine Thierry Morel, qui commande la gendarmerie du Luc-Gonfaron. Merci d'être là, vous êtes venu vous présenter. On a pu travailler remarquablement bien avec vos hommes et la police municipale. Donc je suis sûr que ça va durer. Major Jean-Louis Picard, bienvenue, qui représente donc le lieutenant Didier Robert, qui commande le peloton motorisé du Canet des Morts. Merci d'être là. Les pompiers, donc je salue ma consoeur en quelque part, médecin colonel Laure Drouin, qui représente le directeur départemental du SDIS, Éric Groin. Donc bienvenue colonel. Le commandant Olivier Pécaud, qui est responsable de santé et sécurité au département, au SDIS, et ancien commandant du centre des pompiers du Luc. Et le capitaine David Sautron, qui représente le capitaine Nicolas Meuvray, et qui lui aussi présente l'avantage d'être canétois. Voilà. Et futur chef de centre, on peut le dire, non, on n'a pas le droit de le dire. Alors, non, c'est pas vrai, en plus j'en sais rien, je sais pas. Moi je lui souhaite parce que c'est un bon mec, mais bon. La police municipale du Canet et son brigadier chef Philippe Azan, le conciliateur de justice Daniel Ménégan, beaucoup de travail, hein. Vous êtes le juge de paix de l'époque moderne. Il faut essayer de concilier les inconciliables. Les représentants du monde associatif, Pierre Nior, qui est nouveau président de la FNACA, Jean-Michel Ortolou, président des anciens combattants, Jean-Paul Vincent du comité d'animation. L'entreprise Babcock, je la cite parce que c'est une entreprise internationale d'aéronautique qui met à disposition et qui entretient les hélicoptères du SAMU. Et cette entreprise internationale a son siège français social au Canet des Morts. Donc c'est Vincent Delebec, mais je ne l'ai pas vu, Vincent. Allez hop, eh ben, il me reste nombreux dans le train. Là. Voilà. Et aussi, alors Marcel Albert, qui est tout seul, qui devait être à 2, qui représente Lucienne Roch, présidente du comité départemental olympique et sportif. Les représentants de la communauté éducative, les agents communaux intercommunaux et monsieur le curé. Monsieur le curé. Il ne veut pas s'asseoir, monsieur le curé. J'ai dit, venez vous asseoir, monsieur le curé. Non, il ne veut pas. Voilà, bon, bienvenue à tous. Avant de se lancer sur la remise des trophées, je voulais rappeler quand même, rapidement, là, en 3 minutes, ces dernières années de Covid. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu ensemble ici pour la cérémonie des vœux, c'était le 17 janvier 2020, ça fait déjà 3 ans. 3 ans d'interruption, c'est jamais arrivé. Ça témoigne de la puissance de l'impact de cette pandémie de coronavirus sur notre mode de vie. Rappelons-nous, nous avons découvert la rudesse du confinement dans un pays de liberté comme la France. Plus pouvoir sortir de chez soi, ça a été une blessure pour tous. Ça a été un bouleversement. Et cette privation de liberté de circuler, des drames personnels. C'est le moment d'avoir une pensée pour cette période-là, pour ceux qui ont été malades ou qui ont perdu la vie. Mais aussi une période où les commerces ont fermé leurs portes pour des durées variables, parfois très longues.
pour les bars, restaurants, hôtels. Au travail, rappelez-vous, dans les écoles, dans les transports, partout, notre vie s'est compliquée. Un masque sur chaque visage, parfaitement légitime, mais qui est venu inquiéter les enfants et modifier les rapports sociaux. Fort heureusement, après cette sidération du monde entier, puisque c'est une pandémie, donc une épidémie mondiale, l'espoir est progressivement revenu, tant au niveau national, on a pu assister à des élans de générosité et de solidarité, donc ça c'était quand même un bon moment. Puis au niveau national, indéniablement, quelle que soit la couleur politique que l'on porte, l'effort financier pour soutenir l'économie, qui a représenté 450 milliards et 20% du produit intérieur brut. Donc indéniablement, il y a eu cet effort et on a pu traverser cette crise. Un pays à l'arrêt qui arrive à s'en sortir sans trop de casse, il a quand même fallu bon, ça nous a endettés, c'est indéniable. Mais en tout cas, on a réussi à passer le cap. Et au plan international, cette prouesse technologique qu'on doit à la communauté scientifique de produire un vaccin efficace. Bon, les Chinois et les Russes n'ont pas voulu, c'est surtout les Chinois. Après avoir voulu nous donner des leçons, on voit bien les pauvres dans quelle misère ils sont. En tout cas, voilà cette prouesse qui nous a permis de passer le cap. Et au Canet, pendant cette triste période, tant bien que mal, nos commerces et entreprises ont bien résisté. 600 entreprises quand même au Canet. Je les remercie et je les félicite. Je pense aussi aux professionnels de santé qui se sont mobilisés tout le temps, y compris pour la vaccination, sur d'ailleurs l'antenne qu'il y avait au LUC, que la municipalité avait mise en place. Et aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, le personnel médical, municipal. Parce qu'au début de la pandémie, quand il y a le confinement, et qu'on ne sait pas très bien quelle est la virulence du virus et sa contagiosité, eh bien il a fallu que ces fonctionnaires soient suffisamment vaillants et courageux pour continuer d'entretenir l'action et les services publics. Donc pour tous ceux qui se sont mobilisés, qui nous ont permis de passer le cap, je fais appel à vos applaudissements. Merci. Voilà, grâce à eux, la vie a pu reprendre à peu près normalement. J'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, comme chaque année, des Canetois se sont illustrés par leur dévouement pour la commune, par leur talent, par leurs compétences. Et on essaye d'en sélectionner quelques-uns, parce qu'ils sont très nombreux à être très compétents, très dévoués et à travailler pour le Canet. Mais donc là, cette cérémonie va quand même en retenir 7 ou 8, je crois. Donc, monsieur Arancibia, si vous voulez prendre la suite. Eh bien, merci, monsieur le maire. Donc, pour cette cérémonie des trophées, je vais appeler nos lauréats, nos récipiendaires. Nous avons 6 catégories qui sont mises à l'honneur. Nous avons association solidaire, dévouement à la commune, association sportive, commerçants et artisans récompensés, diplômés avec mention et artistes. Ce sont donc 10 lauréats, 3 couples ou binômes, vous le verrez, que l'on va vous présenter au fur et à mesure. Et notre dernier couple qui arrive, Madame Botrini et Monsieur Thévenot. Et Monsieur Thévenot est la première personne que nous allons présenter dans le cadre de la catégorie association solidaire. Je vais vous inviter à avancer au milieu de la scène. Monsieur Thévenot, s'il vous plaît, de ce côté. Monsieur Thévenot, à 19 ans, vous vous engagez dans l'armée, mécanicien hélicoptère. Au cours de cet engagement, vous parvenez, dans les années 70, à fouler le sol canétois pour la première fois. À 35 ans, vous intégrez de mission en mission et de voyage en voyage le ministère des Affaires étrangères et vous finirez votre carrière en tant que vice-consul en ambassade. À l'heure d'une retraite méritée, vous décidez de revenir au Canet des Morts et vous engagez bénévolement auprès de la médiathèque dès 2004. Puis vous créez une association solidaire 2016, les télédéclarants canétois, pour aider, soutenir les Canétois dans les méandres déclarations de revenus tous les ans, et cela depuis maintenant 7 ans en 2023. Donc pour cette constance, pour la qualité de l'aide que vous apportez, la ville souhaitait vous récompenser. Donc, Madame Botrini vous remet le prix. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Thévenot, pour le travail engagé. Notre deuxième lauréat est Flavio Tavernier. Flavio Tavernier est un jeune investi pour son territoire. Dès cette année, en février, vous participez au projet Passerelle de mémoire.
Passerelle de mémoire, un documentaire qui permet aux anciens d'être mis à l'honneur avec des interviews de jeunes. C'est un croisement des générations qui a permis de créer un superbe documentaire que nous avons mis à disposition des Canétois, que vous retrouvez sur nos chaînes également et sur les différents supports. Fléau est actuellement en bac pro système numérique. Vous souhaitez intégrer en tout cas une école d'ingénieur par la suite. Et vous avez d'autres talents. On va les découvrir tout à l'heure puisque pendant le film, vous interviewerez également Monsieur le maire avec des questions qui sont les vôtres, que vous avez choisies personnellement. Un effronté, c'est un effronté. Un maire sur le gris, vous le Vous verrez. allez voir les questions qu'il me pose. Et Un effronté. Et nous permettrons également de mettre l'entièreté de cette interview sur notre site internet, sur les différents supports par la suite. Ce qui me permet de vous inviter à vous inscrire donc à nos pages Facebook, Twitter, LinkedIn pour être informé des mises à jour et notamment de cette vidéo. Monsieur Tavernier, c'est Monsieur Pierre Raffaelli qui vous met le prix. Je vous en prie, Monsieur Raffaelli. Mon grand-père. Mon grand-père. Merci Monsieur Tavernier Mais son pour grand-père. Ouais. le prix suivant, dévouement à la commune, catégorie Fabrice Casanova et Alain Dudon. Alors, lors des incendies d'août 2021, près de 8000 hectares ont été brûlés, 2300 sur la commune du Canet-des-Morts. Le CCFF, dans son entièreté, a été mobilisé durant une dizaine de jours. Les équipages sont allés d'un bout à l'autre du territoire pour venir en aide, tant aux services de secours qu'aux administrés. Nous tenons à remercier chacun de ces bénévoles très chaleureusement pour l'altruisme dont ils font preuve toute l'année, et plus particulièrement pour les catastrophes naturelles. Parmi vos membres du CCFF, Alain Dudon, Fabrice Casanova, ont eu l'occasion de secourir un couple de personnes âgées au domaine de la scie, et cela grâce à la coordination des différents services. Vous vous êtes rendu sur place, vous avez constaté qu'il y avait une menace sur le bâti et pour les personnes, et à travers les interventions des services de secours, des bénévoles, vous êtes parvenus d'une part à secourir ces personnes qui ne voulaient pas quitter leur domicile, parce que c'est une réalité aussi, et à préserver le bâti. Donc nous voulions vous remercier là-dessus, d'autant plus que vous avez été lauréat d'une médaille, celle de la sécurité intérieure, qui a été décernée par le ministère. Monsieur Gobert vous remet vos prix, et Monsieur le maire vous remettra les médailles que vous n'avez pas. Qui devaient avoir ce public et qui ne sont pas là. Que vous n'avez pas. Voilà. Nous poursuivons les prix. Le suivant, catégorie association sportive, c'est Monsieur Guimont et Madame Guimont, Martine et Étienne. Étienne et Martine Guimont sont bénévoles au sein de l'association de l'intégrale bouliste calétoise, et cela depuis 6 ans. Vos tâches quotidiennes varient, le secrétariat, la gestion du local, des matériels, les courses, les commandes, les traçages de terrain pour les différentes compétitions, la préparation de repas. Sans vous, ce serait clairement très très compliqué. Donc Étienne et Martine, vous êtes aussi sur le front lors des festivités organisées par la ville, comme le Festival du Chien Rouge, et pour votre engagement associatif, pour l'animation que vous parvenez à mettre également et à insuffler, nous voulions vous féliciter. Monsieur Gérard Debove vous remet votre trophée. C'est important, toutes ces petites mains qui font tourner les associations.
C'est pour ça aussi qu'on a voulu leur rendre hommage. Personnellement, il doit y avoir une trentaine d'années que je les connais et ils sont toujours sur le terrain. Merci à tous les deux. Nouvelle catégorie avec les commerçants et artisans récompensés. Aurélien et Coralie à 10. Ils ont repris notre boulangerie du centre-ville en 2016. Rapidement, vous avez su relever différents défis au travers de compétitions. 3e place au concours départemental du meilleur croissant en 2018. 2e place en 2019. 3e prix de la meilleure baguette tradition en 2022. Et 1er prix en 2023 pour la meilleure galette frangipane. Un autre signe de vitalité. Vous passez progressivement de 2 à 6 salariés. Aurélien et Coralie sont également très actifs sur le plan associatif et communal. Vous fournissez le pain quotidien en bio pour notre cantine scolaire. Vous participez au Rosé Day, vous participez au Chien Rouge et de très nombreux événements. Vous sponsorisez le CAC, le club de foot, et travaillez en collaboration avec le judo et le comité d'animation, entre autres. Nous voulons vous remercier pour l'ensemble de ce travail et les récompenses attribuées. Monsieur Grosso, vous remettez votre prix. Nouvelle catégorie également avec Maëla Weber, catégorie diplômée avec mention. C'est une catégorie qui, je vous avoue, n'est pas facile pour nous à récompenser dans la mesure où aujourd'hui les écoles, les universités sont de plus en plus prudentes à donner les données, ce qu'on appelle les données individuelles. Donc nous avons quelques remontées, on a fait avec ce qu'on a pu avoir, et notamment avec les réseaux. Et nous avons 4 jeunes qui ont obtenu notamment un baccalauréat avec mention. Alexis Loïc Leplay, Charlotte Adimendi, Maëla Weber, Alexis Jourdan, sur des mentions très bien et bien. C'est Maëla Weber qui a pu se libérer pour nous. Elle le représente ce soir. Vous avez 18 ans, vous êtes passionné de danse classique, de modern jazz. Vous pratiquez depuis 10 ans cette danse auprès de Jazzip. Côté études, après votre bac avec mention, vous entrez en faculté de droit et vous prédestinez à une belle carrière d'avocate. Bravo et courage à vous pour ce parcours. Valérie Veriscovi pour vous remettre le prix. Enfin, notre dernier lauréat, c'est Boris Equestri. Boris Way de son nom d'artiste. Vous êtes DJ, compositeur, producteur de musique électronique Love House. C'est ici au Cahier des Morts que vous avez grandi. Vous avez fréquenté l'école maternelle Les Pitchounes, vous avez fréquenté l'école élémentaire de Nice-Issot. Et ce n'est qu'à partir de vos 20 ans que vous partez vers Nice pour continuer à progresser, notamment approfondir votre passion, créer, remixer et produire votre musique. Vous enchaînez les singles, vous pouvez être remarqué par le grand public, par les radios nationales. Vous parvenez à gravir la hiérarchie des labels de musique jusqu'à signer en 2020 avec le label américain Ultra Records Sony. Aujourd'hui, vous comptez plus de 50 millions d'écoutes sur les différentes plateformes de streaming. En juin 2022, votre carrière reçoit également une reconnaissance internationale avec un remix Love House du titre Running Up That Hill, faisant écho à la série du moment Stranger Things. La titre se transforme rapidement en tube incontournable de l'été et vous êtes nommé 2 fois au prestigieux Energy Music Awards 2022 dans les catégories DJ de l'année et meilleure reprise adaptation. Vos compétiteurs du jour sont alors David Guetta, Kungs, Offenbach, Calvin Harris, que de grands noms. Et après une année très chargée où vous nous faites le plaisir d'être avec nous et nous vous en remercions. Juste après que Madame Blaillac vous remette votre trophée, nous aurons quelques images de votre représentation. Tell your friends to bring their friends. We can dance, we can sing. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. We'll do what we want and we'll give what we need. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens. All we know, 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 all we know. On en rêve, hein, nous, ça. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, ça me touche vraiment énormément, donc merci. Je suis très content d'avoir grandi dans un si beau village et je reviens souvent ici, mes parents habitent encore ici, donc je reviens souvent ici pour couper des tournées de Paris, etc. Donc je suis très content, bonne année à tous, meilleurs vœux et merci encore.
Monsieur Voilà. le maire, je vous invite à reprendre la main. Boris. Nos lauréats vont descendre. Ah oui, la photo de groupe évidemment. Merci. Alors on salue en attendant que les lauréats descendent, qui font rayonner le Canet. Vous voyez, on a terminé quand même sur une note internationale. Hein. Boris Way qui fait bouger les foules et qui est aussi connu que David Guetta. On salue la présence de Marjorie Viard, donc, qui est arrivée par le train de 19h59. Merci d'être là. Mais il y en a d'autres après où ils ne viennent plus. Voilà, alors 2022 fut, malgré la canicule, la sécheresse, le Covid, une année, somme toute, dynamique. Beaucoup de choses se font sur le Canet, donc je ne veux pas alourdir la présentation ni la rétrospective. Donc j'ai retenu un petit peu dans différents domaines, jeunesse, senior, sport, ce qui me semble le plus important. Alors, notamment en termes de jeunesse, eh bien, témoin de notre dynamisme démographique. Nous avons une classe de plus à l'école élémentaire, qui pour l'instant est dans une structure modulaire, parce que comme on apprend en mai qu'on va avoir une classe de plus en septembre, on n'a pas le temps de faire grand-chose pendant l'été. Donc on met un algéco. Mais après, on va intégrer cette classe dans le dur. On a sécurisé les écoles, puisque la période est pas facile à vivre. Donc on a mis des alarmes intrusion et attentats. On a fini et complété l'équipement numérique sur la base du socle numérique qui est inscrit dans le plan de relance et qui fait que dans nos écoles, notamment en élémentaire, elles sont complètes en équipement en termes de tablettes, d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs et bien sûr de haut débit Internet, puisque au Canet, nous avons la particularité d'avoir une fibre optique qui nous appartient, puisque même avant que j'arrive, le prédécesseur, directeur des services techniques, avait lancé le procédé selon lequel à chaque tranchée qu'on fait pour quelque chose entre les bâtiments publics, on met un fourreau pour accueillir la fibre optique. Donc on est probablement une des rares villes à avoir la fibre optique qui ne coûte rien et qui relie les bâtiments. La restauration scolaire, qui vient compléter notre implication dans les écoles, cette restauration scolaire, eh bien, on la veut en interne, elle continue d'être en régie, elle continue d'être avec des produits bio et locaux, et on est bien en avance sur ce que la loi Egalim veut en termes de pourcentage. En termes de sport, nous avons refait les 2 derniers cours de tennis. On a complété le parcours santé du Recou. Le dojo, ça fait 11 ans, 13 ans, je ne sais même plus. Et en juillet 2020, le tribunal nous a donné raison et il a condamné les constructeurs et les concepteurs à nous régler une facture de 6 millions d'euros. Alors évidemment, ça leur a fait un peu mal. Ils ont fait appel, ça a duré 2 ans de plus. Et là, le 21 décembre de l'année qui vient de se terminer, ils ont été à nouveau condamnés. Et le juge a considéré que les dégâts étaient tellement importants qu'il fallait détruire. Christine, viens, avance. Là. Christine Amran, le train de 18h. Et donc il a considéré, il est allé encore plus loin, qu'il fallait détruire et refaire le cuvelage en béton. Donc une nouvelle expertise, mais pas sur l'origine des dégâts, mais sur le coût. A été nommé de façon à évaluer le coût réel. Donc il devrait, ça se trouve, monter à 8 millions puisqu'il va falloir détruire pour reconstruire. C'est beaucoup d'argent public, ça, mais... Et donc cette année, ça devrait se faire et on devrait pouvoir commencer quelque chose l'année prochaine. Enfin, j'espère. Ça fait 13 ans, je ne peux pas accélérer la justice. Peut-être qu'elle manque de moyens aussi, hein, les services publics. Ça devient compliqué. En termes de solidarité, notre maison de la fraternité, dont nous sommes très fiers, est toujours très active en termes d'emploi, de revenu minimum d'insertion, de recherche de logement, d'accès aux droits. Et en termes de solidarité un peu plus avec les seniors, nous venons d'adhérer au label national Ville Amie des Aînés. Je
vous compléterez un peu tout ça au fur et à mesure de l'année. Dans un esprit de mémoire intergénérationnelle, on a fait travailler les anciens avec la Maison des Jeunes et ils ont participé à la construction d'un film Mémoire du Canet. Bon, voilà, alors, en guest star, Noël Raffaelli, mon ancienne secrétaire. Et tous les anciens du Canet qui ont participé, c'est remarquable, c'est riche d'enseignements. Si vous voulez voir sur le site de la mairie, c'est très agréable à écouter et on prend une bouffée de nostalgie. Et bien sûr, on a maintenu les ateliers du bien vivre au Canet, axés sur la mémoire, la cognitivité. La semaine bleue, c'est bien. C'est la semaine au cours de laquelle les grands-parents peuvent aller à la cantine manger avec les enfants. Ça fait plaisir aux grands-parents, ça fait plaisir aux enfants, tout le monde est content. Le festin annuel des sages, le transport à la personne, qui rend des services inestimables aux anciens qui ont du mal à se déplacer. Sur le plan administratif, ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais c'est un gros travail de plusieurs années, un énorme pavé. On a fait le plan local d'urbanisme, le PLU. Alors, il y a tellement de contraires à associer que, en gros, personne n'est jamais vraiment content du résultat, mais pourtant c'est un document équilibré qui a modernisé l'usage du foncier sur le Canet et qui devrait préparer les 15 années à venir. Je tenais à en parler parce que c'est beaucoup de travail. Je voulais vous parler aussi de l'adressage. Alors ça, c'est un peu technique, mais vous avez dû observer un peu le bordel qu'il y a actuellement dans la distribution du courrier. Hein? Oui, voilà. Bon. Donc c'est lié à des facteurs humains, indéniables, puisque j'ai reçu les responsables régionaux, ils m'ont expliqué. Mais aussi, je vous engage vous avez tous reçu normalement vos plaques et votre adresse, ce qu'on appelle maintenant l'adressage. Donc vous avez tous un numéro et une voix. Je vous engage à le mettre sur vos boîtes aux lettres et aussi à le donner à vos correspondants, parce qu'il y a beaucoup de retours de courrier. Voilà. Et la deuxième, c'est le bureau de poste dont je voulais vous parler 2 minutes. Ça fait 15 ans que tous les ans, ils viennent me voir, la région. Ils veulent me convaincre que ce serait mieux fermé. Là, oui, je sais bien, mais je vais vous interpeller un peu après, parce que j'ai besoin de vous. Et je leur ai demandé quand même quelle était la fréquentation. Vous êtes 82 à venir par jour. C'est pas mal quand même, je ne sais pas ce qu'on demande au service public. Plus 10 qui viennent au distributeur de billets. C'est quand même 90 personnes qui viennent à la poste du Canet tous les jours. Mais ce n'est pas suffisant. Alors comme je tiens tête et puis qu'ils ne peuvent pas me l'enlever, ils m'ont dit qu'ils allaient enlever des horaires. Alors la seule façon de lutter contre ça, investissez massivement la poste. Voilà. Vous y allez pour dire bonjour, vous dites tiens, alors comment tout se passe bien. Ils comptent, ils vont compter, on va passer à 160, ils vont arrêter de m'emmerder, voilà. Ah, d'accord. Donc on va le garder celui-là, on va le garder. La poste, si vous voulez la garder, c'est comme ça, c'est comme les commerces, ça. Hein. Si vous voulez qu'ils restent, il faut les fréquenter. Hein. Voilà, et donc voilà, le poste, en termes de développement économique, bon ben oui, rapidement, on en parlait tout à l'heure avec le directeur régional de Pôle emploi. On est plutôt très dynamique quand même, puisque maintenant, chaque année, c'est 47 entreprises, sur les 4 dernières années, 47 par an, qui s'installent au Canet, avec un petit creux en 2020, l'année de Covid, où il n'y en avait que 23. Ça fait 164 sur les 4 dernières années. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas Toyota qui s'installe avec 1000 emplois, mais c'est des artisans, beaucoup d'artisans. Et vous savez, mon cher président Rolfo, combien et toi Dominique, combien le tissu artisanal est important pour participer au développement et à l'entretien du tissu socio-économique. Donc on est plutôt très dynamique. Depuis le temps que je dis 600, on doit être plus de 600. Mais en tout cas, ça continue de venir s'installer. Et merci à tous ceux qui ont le courage de s'investir et de se lancer dans ces entreprises personnelles. Par mesure pour essayer de chiffrer les choses, j'ai demandé à mes services qui chiffrent justement quel était l'apport de chaque Canetois en termes de taxes économiques, qui sont versées d'ailleurs à la communauté de communes. Donc j'ai pris le chiffre, mes services ont pris le chiffre par commune du produit de taxes économiques et on l'a divisé par le nombre d'habitants. Et bien sûr, Cœur du Var, la moyenne c'est 117 € par habitant. Et nous, le Canet, on est à 313 €. On est loin devant le deuxième et le troisième qui sont à 193 et à 158. Il ne s'agit pas de faire la course. Moi, je suis très solidaire sur des trucs pareils. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je ne dis pas de nom, que je m'en garderai bien. Mais par contre, merci à tous
de donner cette image du Canet qui donne envie d'y venir, de s'y installer et de créer cette synergie. Parce que quand il s'installe beaucoup d'entreprises, ben, ça donne envie à d'autres de s'installer et ça finit par créer des synergies locales. Voilà. Donc merci. Alors, sur le développement économique, je terminerai avec le Canet Santé. Ça a été laborieux. On y est arrivé quand même. Donc, il y a des généralistes, il y a des spécialistes, il y a beaucoup de paramédicaux. Je les remercie. Et je me bats depuis 3-4 ans pour faire venir des radiologues. Alors, les radiologues, ils sont prêts à venir. Je les ai contactés. Ils viennent. Il y a un local de 300 mètres carrés qui est prêt à les recevoir. Ils veulent faire de la radiologie moderne, c'est-à-dire ils veulent un scanner. J'ai fini la radio de papa que moi j'ai connue, bien que j'ai l'impression d'être très jeune, hein, mais voilà, c'est passé ça. Donc ils veulent un scanner, ils sont prêts à le payer. Donc, eh bien, pour l'instant on ne les a pas parce qu'on a mis en place l'agence régionale de santé. Alors je veux faire de tort à personne, mais l'agence régionale de santé, c'est des gens qui ont un pouvoir administratif local qui est bloquant. Voilà. Donc, je pense que ça va marcher parce qu'il y a peut-être des gens raisonnables. J'ai demandé un rendez-vous au nouveau directeur régional il y a un mois. J'attends toujours. Je suis prêt à venir avec les radiologues. Et le président de la République et son cabinet m'a fait savoir, ainsi que le ministre Braun, qui soutenait le projet, mais qu'il fallait quand même passer par l'ARS. Alors, le moment venu, ben, je pense que j'aurai peut-être besoin de vous, je ne sais pas, en descendant dans la rue. Ça commence vraiment à me chauffer, ça. Il y a un bassin de 50 000 habitants, là. 50 000 habitants. 10 km autour du Canet, ça fait 50 000 habitants, qu'il n'y a pas de radiologue. Alors, il faut qu'ils arrêtent de venir me dire qu'il faut que je démontre qu'il y a un besoin, quoi. Voilà. Alors, le moment venu, je compte sur vous, hein, dans la rue. Hop. Voilà. Voilà, je terminerai avec, pour remercier nos partenaires, parce que sans eux, on ne serait pas grand-chose, que ce soit les financeurs. Donc l'État, sur les 3 dernières années, on a touché en subvention quelques 2 millions d'euros. L'État pour 800 000 euros, pardon. La région pour 700 000, le département pour 400 000 euros, la communauté de communes pour 20 000 euros. Bon, c'est pas grand-chose, mais ce n'est pas son rôle non plus de donner de l'argent aux collectivités. Par contre, elle est très active, notamment dans le développement de la fibre optique. Et je vous informe, ou je vous rappelle, qu'à ce jour, tout le Canet des Morts est fibré. Et que, entreprise ou particulier, vous pouvez demander votre branchement. C'est vous qui choisissez votre prestataire. Donc merci à l'ensemble de nos partenaires et les associations, bien sûr, les associations, on en a eu l'illustration, qui font vivre la commune, qui sont toujours aussi nombreuses. Et cette année, je voudrais faire un bonus un peu particulier au président du club de football, Mike Marie-Louise. Je ne sais pas s'il est là, Mike. Il n'est pas là. Bon, je ne vais pas dire du bien, alors. Ils ont eu le mérite, avec toute son équipe, de recréer ce club, de le refaire monter. Et actuellement, ils ont 220 enfants, filles et garçons, de 4 à 18 ans. Voilà. Alors pour lui, comme pour toutes les associations, merci de les remercier en les applaudissant. Voilà pour 2022. Avant de vous présenter les projets 2023 en compagnie de mon équipe qui me rejoindra sur scène, on va vous diffuser notre petit film annuel qui est réalisé en interne, en régie, et qui va se développer sur les thèmes qui nous sont chers, nature, culture et développement économique. Donc à tout à l'heure, d'ici un petit quart d'heure. L'échelon communal, on ne se rend pas compte combien il est majeur. C'est comme un laboratoire. C'est là que tout peut se faire bien et que tout peut se faire mal. Comment marier le dynamisme et l'essor économique sur 2 spots au Canet
La Nationale 7, effectivement, où c'est plus spontané et plus facile, et le centre-ville. Partout où on va pouvoir partager l'art et la connaissance de l'art, on va pouvoir échanger et se rapprocher. On ne peut pas être que matérialiste. Cet effort conjugué de nature, de culture et de développement économique, je pense qu'on peut arriver à rendre attractif parce qu'on va tout simplement être bien, quoi. Bonjour et merci de m'accorder cette interview. Bonjour Flavio. La sécheresse est présente de plus en plus tôt dans notre région. Que faites-vous à votre échelle pour lutter contre? Et qu'est-ce qui est déjà mis en place pour lutter contre le gaspillage de l'eau? La première chose à faire, c'est de lutter contre la production de ces gaz, le CO2, le méthane. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de conjuguer, c'est-à-dire on plante des arbres qui vont avoir un effet climatique qui vont absorber du CO2. Tu le sais, hein, vous le savez, les jeunes, les principaux puits de carbone, c'est la végétation et les océans. Donc il faut planter ça et on essaye de revégétaliser, de renaturer l'ensemble de la commune avec des végétaux ou des arbres qui sont autochtones, donc qui consomment peu d'eau. Et ensuite, petit à petit, on essaye de récupérer de l'eau, effectivement, notamment sur les bâtiments publics, dans les écoles. Et ensuite, on va lancer une campagne très importante de diminution de la consommation d'eau. En complément de ce travail de végétalisation des zones urbaines et d'économie des énergies fossiles, l'équipe municipale travaille depuis maintenant 14 ans à décarboner les déplacements quotidiens de ses administrés. Cela passe notamment par l'aménagement d'espaces pour favoriser les déplacements doux. La piste verte de la Boudrague est ouverte officiellement en 2011 et permet de relier l'aire de sport du Recou à la réserve naturelle nationale de la Plaine des Morts, à pied, à vélo ou à cheval. Des coulées vertes viennent aujourd'hui compléter ce circuit piéton. Il en existe 5 qui relient les quartiers périphériques du Canet des Morts au centre-ville. C'est le grand enjeu de l'avenir, réconcilier l'homme et la nature. Quand on est élu d'une commune, comment on incite la population à nous suivre dans cet effort? Si on donne du sens à l'action publique, eh bien les gens adhèrent. Et depuis maintenant bientôt 15 ans, on tient le cap et les gens, ils y viennent. Et on a aussi entrepris un gros travail dans les écoles, puisque la sensibilisation de ces enfants, on s'aperçoit, puisqu'on est 15 ans plus tard et qu'on a gardé le cap, et ces premiers enfants qu'on a sensibilisés, ils avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils en ont 25. Et donc, pour eux, traiter les déchets, assurer le recyclage, le réemploi, c'est normal. Faire attention à ne pas consommer, à gaspiller de l'eau, à gaspiller de l'énergie, ça rentre un peu. Donc il y a cette sensibilisation par l'exemple et par la constance. Je crois qu'il faut se mettre sur la durée, vous voyez. D'autres actions ont été menées en centre-ville afin d'y favoriser le retour de la nature. Plusieurs centaines d'arbres ont été plantés afin de reboiser les espaces minéralisés. Des mini-forêts urbaines ont été aménagées selon la méthode Miyawaki. Des mobiliers urbains sont installés afin de permettre à la faune locale de repeupler l'hypercentre et les quartiers alentours.
Une trentaine de nichoirs ont ainsi été disséminés sur tout le territoire, permettant le retour des mésanges et luttant ainsi naturellement contre la prolifération des chenilles processionnaires. Un cercle vertueux qui a permis à la commune d'obtenir le label régional Une Cope d'avance, 3 fleurs au label Ville et Village Fleuris et d'être lauréate du projet national de rédaction d'un atlas de la biodiversité communale. La commune n'est pas seule à agir. On peut s'appuyer sur des partenaires, des gens qui vont aussi aider et accompagner la commune. Oui, je crois qu'il faut ce qu'on appelle un peu savamment une acculturation. C'est-à-dire que non seulement tous les acteurs publics se lancent, donc l'État est bien avancé là-dessus avec les différentes lois qu'il y a eu sur le climat, les régions, le département, à eux de s'approprier ça. Et nous, les collectivités, on est peut-être le premier échelon, mais c'est nous qui plantons. L'échelon communal, on ne se rend pas compte combien il est majeur. C'est comme un laboratoire. C'est là que tout peut se faire bien et que tout peut se faire mal. Cette démarche donc pour favoriser le développement économique. Il y a des projets déjà qui ont émergé, qui se sont réalisés, et encore d'autres grands projets qui sont soit en gestation, soit qui vont rentrer en phase de réalisation. Oui, donc là on a redynamisé le centre-ville, on va le coordonner avec la Nationale 7. Entre les deux, on a fait d'abord l'installation du Pôle emploi. Pôle emploi, c'est important parce qu'on a quand même conjugué. Là aussi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et on a conjugué les efforts de ceux qui sont capables de trouver, d'aider les demandeurs d'emploi à en trouver, et d'un autre côté, des entreprises qui émergent. D'ailleurs, avec une certaine fierté, je voudrais dire quand même qu'en 2008, sur la commune, il y avait 280 entreprises. Maintenant, il y en a plus de 600. On a fait aussi, on a pris une autre dimension avec le Canet Santé, parce que alors là, il s'agissait de lutter contre la désertification médicale. Et pour lutter contre la désertification médicale, il n'y a pas 36 solutions, en tout cas moi qui ai été libéral, c'est rassembler tous les libéraux dans un seul endroit pour mutualiser les accès, les parkings, les espaces. Voilà. Et donc ça, ce Canet Santé, 4500 m², il héberge aujourd'hui des généralistes, des spécialistes, de nombreux paramédicaux. Et donc ce Canet Santé a aussi été un élément booster. Oui. Je crois qu'on ne se rend pas compte comment l'économie de la santé est un élément majeur du développement économique. Parmi les projets en cours, les Terrasses de la Gare, un bâtiment labellisé Bâtiment durable Méditerranée qui accueillera 6 commerces en rez-de-chaussée, 300 m² de bureaux et un restaurant au dernier étage. Un projet qui vient compléter l'offre de services en centre-ville. Aux abords du rond-point de l'autoroute, Var Écopole, un projet travaillé en collaboration avec Cœur du Var, dont les premières pierres devraient être posées courant 2023. Il s'agit d'un technopôle qui intégrera recherche, innovation, développement et formation. Cap 7, Var Écopole, Terrasse de la Gare, on a l'impression que ça se construit beaucoup et que cela coûte cher pour peu de résultats. Est-ce rentable et comment quantifiez-vous cette rentabilité? Alors peu de résultats,
C'est encore concernant Varécopole, c'est un peu tôt, mais c'est un très beau projet et qui va apporter un surcroît d'économie et d'emploi qui sera favorable au développement du bassin. Cap 7, c'est l'organisation du commerce sur la Nationale 7, alors notamment dans le cadre de Petite Ville de demain avec les contre-allées, avec une meilleure signalisation. Donc ça va commencer à produire des effets. Quant aux terrasses de la gare, elles s'incluent dans un programme qui quand même a fait ses preuves, puisque quand on est arrivé, il y avait 1 voire 2 commerces en centre-ville, maintenant il y en a une quinzaine. Et là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de résultat, puisqu'on a recréé une sociologie en centre-ville, on a recréé de la vie autour de la gare, un commerce en appelle un autre, et les terrasses de la gare vont s'inscrire dans ce phénomène. Parce que la question, et vous avez raison là aussi de vous la poser les jeunes, mais c'est quelle ville on veut pour demain? Quelle ville on veut pour demain? Eh bien moi, je pense, bon, selon son époque et chacun selon sa culture, mais qu'il n'y a rien d'autre que de réanimer les centres-villes en y remettant des commerces. 2008, une commune qui était peut-être plutôt qualifiée de commune dortoir. 2022, pour l'emploi, Canet Santé, Terrasse de la Gare, des gros projets. Quelle est la limite de l'ambition? En backstage de tout ça, il y a le souhait de faire des villes à vivre, mais surtout de sortir effectivement de la notion de cité dortoir à la notion de bassin de vie. C'est-à-dire que là où la proximité des transports permettait aux gens de venir, inciter les gens à venir s'installer, mais pour aller travailler en périphérie, en assurant le développement d'économie tel qu'on l'a fait, aussi bien en économie de la santé qu'en recherche, développement, innovation avec Varécopole, qu'en termes de commerce, eh bien on va contribuer à favoriser l'émergence d'un bassin de vie. Et là, je pense qu'on aura fait notre travail, c'est-à-dire on aura fixé des populations, leur donnant les moyens de vivre sur place et de faire une économie qui tourne, puisqu'il y aura ici de quoi faire du développement économique à partir de cette richesse nouvelle. Pourquoi investissez-vous dans des œuvres d'art que tout le monde n'aime pas forcément? N'est-ce pas gaspiller l'argent public? C'est l'éternel problème de l'art. L'art, à quoi sert l'art? Est-ce que l'art n'est pas qu'une futilité? Est-ce que l'art sert à quelque chose? Ben oui, l'art c'est comme la philosophie, ça aide à vivre. Et partout où on va pouvoir partager l'art et la connaissance de l'art, on va pouvoir échanger et se rapprocher. On ne peut pas être que matérialiste. Et sans compter qu'à terme, ça créera du tourisme, parce que les gens viendront voir les œuvres qui auront été posées à travers la ville. Je pense que oui, c'est pas une dépense inutile. L'art dans la rue, ce sont donc au Canet des Morts une vingtaine d'œuvres disséminées dans les rues à la disposition gratuite de tout un chacun. Mais au-delà de l'art dans la rue, l'enjeu est avant tout l'accès à la culture pour tous. La médiathèque municipale est un outil essentiel pour atteindre cet objectif. Elle propose un fonds documentaire de 20 000 ouvrages, une cinquantaine d'abonnements presse, des rayonnages multimédia et un espace informatique. Des médiations sont proposées tout au long de l'année au public quel que soit l'âge, et des expositions recouvrent les murs du hall d'entrée toute l'année, à raison de 6 semaines d'exposition par artiste.
Et est-ce que la permanence de l'action publique en faveur de l'art, de la culture, vous a permis de créer des liens, créer un réseau d'artistes? Oui, oui, tout à fait. Depuis maintenant 15 ans, on a créé et on entretient et on favorise et on soutient. Parce que le monde artistique a besoin de soutien. Et autour de nous, s'est fondée une communauté d'artistes. Et effectivement, on a en projet avec cette communauté d'artistes de faire quelque chose qui soit à la croisée des chemins entre une école des arts, une résidence d'artistes, mais aussi un spot annuel ou biennal de manifestations plutôt d'art moderne qui attirerait, un peu comme le Chien Rouge, au minimum au plan régional. Moi, j'ai pas d'autre ambition que la ville dont je m'occupe, mais avec mon équipe, hein, vraiment le maire, on le voit parce c'est lui qu'on voit tout le temps, mais sans l'équipe, il ne se passerait rien. Hein. Franchement, moi, j'ai des compétences autour de moi qui me permettent d'avoir cette ambition. Mais sinon, cette ambition, elle est modeste, c'est juste, voilà, il fait bon vivre au Canet des Morts. Alors pendant qu'on s'installe, je voudrais remercier ceux qui ont participé. Alors vous avez vu le petit effronté de Flavio Tavernier qui m'a dit que je dépense votre argent, l'argent que vous me confiez, pour faire des choses qui ne servent à rien. Oh, Flavio, donc on peut l'applaudir parce que c'est le seul qui a accepté de venir affronter le maire. Merci Flavio, merci d'être venu. Et aussi un autre jeune, Hugo Domenech, qui n'a pas été sous les feux de la rampe, mais qui a apporté toute sa technique à la réalisation du film, enfin des prises de vue du film. Donc pour Hugo Domenech, qui est canetois aussi, c'est un jeune qui promet.
Voilà, et bien sûr, les prises de vue aériennes qui ont été faites par la société de Marc Bravo, Karine Petit, avec laquelle on travaille régulièrement, qui a fait les animations, Sébastien Lauvernet, qui a fait des montages, qui est un de nos agents à la médiathèque. J'aurais dit, vous ferez ça dans le silence, vous avez vu. Et Sébastien Lauvernet, et bien sûr, Richard, mon adjoint. Où il est, voilà. Richard Spinoza, Miguel Arancibia, donc le DGS, et bien sûr notre maître à tous en termes de montage, Laura Spiteri. Voilà pour ce montage, ce film qui a été fait. Voilà, merci donc mon équipe qui m'a rejoint sur scène pour cette dernière partie qui va être pas trop longue, mais sur laquelle on va rappeler un petit peu les projets de 2023. Alors je rappelle qu'il va y avoir un recensement sur la commune qui a démarré, donc du 19 janvier au 18 février. Je vous demande d'y participer en nombre et en accueillant le mieux possible les... Quand vous voulez. Voilà, tant qu'à faire. Ah, c'est là, voilà. Voilà, c'est les agents qui vont venir à vos portes. Alors, on peut toujours avoir un peu de méfiance. Voilà, donc si c'est la plupart sont canétois, tous d'ailleurs, Miguel? Non, peut-être pas. Oui, les Miguel. Tous. Et on en connaît un Denis Capal, un Dudon, on les connaît tous d'ailleurs. Ils auront une carte, et si quelqu'un se présente chez vous qui n'a pas la carte, vous n'êtes pas obligé de le recevoir. Et sinon, vous pouvez passer un coup de téléphone à la mairie pour savoir, au cas où. Mais faites-leur, le meilleur accueil, mais 2, participer, parce que du nombre exact de la population dépendra les dotations de l'État au fonctionnement du budget de la commune. Donc merci d'y participer, et ça donnera en plus une vision globale de la commune, et ça nous permettra à nous d'affiner les politiques publiques locales, selon les tranches d'âge, selon les besoins en investissement. Donc merci d'y participer. Ce sera également une année importante, puisque ce sera les 20 ans de l'école franco-allemande et les 60 ans du traité de l'Élysée. Donc ce sera l'occasion pour nous de manifester tout notre soutien à l'amitié franco-allemande, à son développement en tant que moteur de l'Europe. C'est d'ailleurs un des paradoxes, c'est la guerre en Ukraine nous a soudés en Europe, et tant mieux. Mais ce couple franco-allemand, il faut l'entretenir, c'est quand même une démonstration, c'est un exemple. On s'est bien battu pendant 3 guerres, et maintenant on est ensemble, réconciliés pour la paix. Donc c'est un exemple. Donc j'y serai dès lundi, je crois qu'il y a quelque chose sur place. Ce sera les 60 ans de la présence de la base de l'aviation légère de l'armée de terre sur le Canet des Morts. Cette base, c'est un véritable fleuron technologique. C'est une base internationale, c'est une base interarmes, une base dont on est très fiers. Une base avec laquelle on a une histoire commune, et je crois, mon colonel, je vais dire au général, que maintenant, désormais, nos destins sont liés, puisque nous conjuguons nos intérêts communs pour un destin national de protection de la population. Ce sera les 20 ans de la médiathèque. Alors la médiathèque, on l'a un peu dit dans le film, l'art c'est important, même si pour Flavio c'est de l'argent. Mais c'est important parce que ça nous soude, ça aide à vivre, je l'ai dit dans le film. Donc on va faire une semaine où on va rendre hommage un peu à tous les arts. Donc il y aura du cinéma, il y aura du théâtre, il y aura de la bande dessinée, il y aura de la peinture, de la sculpture. Et je vous invite, alors on fera connaître les dates et les heures, et je vous invite à y participer. Le festival du Chien Rouge sera évidemment renouvelé du 20 au 22 juillet. On accueillera un humoriste, Jérémy Crédville, et puis les groupes LIJ et Cafetera Roja. De nombreux projets viennent pour n'en citer que quelques-uns, viennent à maturité avec le temps. Donc il s'agit notamment au niveau de l'école élémentaire, donc d'inclure la classe supplémentaire dans le bâti, de désimperméabiliser les sols pour en faire des véritables cours oasis. C'est un concept qui permet de travailler, de ne plus faire les cours bitumés comme elles étaient, mais que les enfants aient à l'école un environnement nature. C'est exceptionnel et c'est l'avenir.
de toute école. Et aussi, enfin, vous verrez sur le plan, on a décidé de construire un stade multisport et un parcours santé qui sera dédié à l'école dans la 3e cour, parce qu'ils ne font pas assez de sport à l'école élémentaire. Voilà. Faut qu'on y travaille, faut qu'on s'y mette tous. Alors, je crois qu'on a tous, je me permets juste cette petite assertion, c'est que nos écoles, pas spécialement localement, mais je ne sais pas si on n'a pas un peu perdu du terrain depuis quelques années. L'autre jour, j'ai entendu un chiffre qui m'a terrorisé. 27% des élèves qui rentrent en 6e ne savent pas lire. Donc je crois qu'on a intérêt à tous s'y mettre. Alors évidemment, on n'est pas l'éducation nationale, mais peut-être que nous, les élus, on peut travailler le creuset, quoi, faire une école où mens sana in corpore sano, quoi. On puisse acquérir les savoirs fondamentaux et en même temps y faire du sport. Je crois qu'il faut qu'on y travaille. Donc cette école, l'ouverture des jardins familiaux, donc il y a longtemps qu'on est dessus parce que ça a été difficile d'acquérir le foncier. On vous fera connaître comment on va attribuer ces lots. La vidéoprotection, malheureusement, il faut se prémunir d'une forme de délinquance qui sera étendue et améliorée sur la commune avec un investissement de 160 000 €. Les terrasses de la gare, elles deviendront opérationnelles, vous avez vu, avec les commerces. Alors dans les commerces, vous aurez dans les 6 au rez-de-chaussée un fleuriste, vous aurez un caviste qui va s'installer, un coiffeur, la fromagerie, et puis sur les 2 autres lots, on attend, on temporise parce qu'on a beaucoup de demandes et on voudrait faire les meilleurs choix. Au premier étage, il y a 2 magnifiques bureaux de 150 mètres carrés qui sont disponibles pour des entreprises qui voudraient y mettre leur siège ou bien des commerces qui voudraient être en étage. Et enfin, au dernier étage, on a lancé un appel à candidature pour un bar, restaurant, tapas, after hours. Ça aussi, ça peut paraître ambitieux, mais je crois qu'il faut aller, si on veut fixer les populations, il faut leur donner localement les moyens de faire du sport, de la culture, de la rencontre, des soirées. Voilà, donc c'est un peu l'ambition des terrasses de la gare et du centre-ville. Le projet Agora, je vous en parlerai un peu plus longuement, ça vient compléter sur l'autre côté, à la jonction de l'avenue de Verdun et de l'avenue du 8 mai, ça vient compléter l'équipement des terrasses de la gare et ça agrandit sur une place arborée les terrasses des 2 de la brasserie et du bar. On vous en parlera un peu plus, j'essaye d'accélérer parce que c'est peut-être un peu long. On va aussi, avec nos amis du LUC, participer au programme national Petite Ville de demain. C'est l'occasion pour nous de créer de la synergie entre les 2 villes et puis de finaliser des équipements dont on a absolument besoin, et notamment le lien et cette nationale qu'on va essayer de réhumaniser, réinvestir avec l'aide de nos 2 conseillers départementaux avec lesquels j'en ai parlé, et merci si on peut le faire, parce que cette nationale, c'est un peu comme un vestige des années 70, c'est-à-dire c'est tout pour la bagnole, on roule très vite, il n'y a pas un seul trottoir, il n'y a rien, quoi, il y a rien, c'est tout pour la bagnole. C'est pas ça, on est entre 2 cœurs de ville, il faut faire un boulevard urbain. Il faut qu'on le réussisse avec des contre-allées, mais c'est comme ça. Enfin, moi, je pense que c'est notre rôle, c'est ça les villes à vivre, quoi. Si c'est juste pour que les bagnoles traversent, on n'a pas réussi. Bon, Varécopole, bien sûr, on en a parlé, qui devrait voir les premiers permis. Alors, je voudrais terminer sur un peu la tonalité du film et sur le dérèglement climatique. Je crois que ce n'est pas qu'un délire de bobo, hein. Je vais y venir. Je sais qu'il y a eu une sensibilisation des populations locales et même nationales et mondiales. Mais la Terre va mal, hein. Les 4 dernières années les plus chaudes, les océans pollués, la surpêche, 20 degrés le 31 décembre au pôle Nord. Enfin, vous connaissez tout ce désastre, l'extinction de la biodiversité. Ça, c'est pareil, c'est pas du délire de bobo, hein. La nature, elle rend des services inestimables à condition qu'on ne lui touche pas, qu'on ne lui fragmente pas tous ces petits engrenages qui font qu'on a de l'eau pure et de l'air pur et de l'eau propre. Et nous, on a un peu fracassé tout ça. Je vous rappelle que le Covid, c'est une zoonose. Une zoonose, c'est la transmission des maladies animales à l'homme, parce qu'on a détruit les écosystèmes et on a donc franchi les barrières d'espèces.
c'est l'homme, ça. Alors, la Terre est malade et on le savait. J'ai entendu dire, là, on était surpris, on ne pouvait pas prévoir. Depuis 1992 et le premier sommet de la Terre, on sait que la Terre est malade. Rappelez-vous le président Chirac en 2002 à Johannesburg. Notre maison brûle et on regarde à côté. Et puis enfin, par exemple, en 2003, la canicule et la sécheresse tellement sévères qu'il y a eu 15 000 morts en France, quoi. Alors, on ne savait pas, non, on sait. Enfin, je vais être plus positif sur la fin. Hein. Pas trop fracasser le moral, il y a du bon qui arrive. Mais on tarde, comme si la nature allait forcément, sauf qu'elle n'en peut plus, la nature. Elle n'en peut plus, on lui tape tellement dessus qu'elle n'arrive pas à régénérer. Vous savez ce qu'on dit, hein. À partir du mois de mai, on a épuisé les ressources de la Terre dans sa capacité à régénérer. Il y a encore 10 ans, c'était septembre, octobre. Donc ça va pas très bien. Et pour juste illustrer malheureusement, localement, cette première blessure qui nous est faite et qui nous touche directement, je vous rappelle la sécheresse de cet été. La sécheresse de cet été, pour la première fois, les communes du Canet, du Luc, de Gonfaron ont eu leurs ressources à sec en eau. Et s'il n'y avait pas eu le syndicat des eaux d'Entraigues pour leur fournir de l'eau, eh ben on n'aurait pas eu d'eau. Donc on ne peut pas dire que ça va passer, on ne peut pas dire les 4 dernières années qui sont très chaudes, la biodiversité qui s'éteint, on ne peut pas dire que c'est faux. Donc il faut s'y mettre, il faut se bouger, quoi. Et alors, on va commencer un peu les choses positives. Ce qui est bien, c'est que depuis tant d'années qu'on parle de ça, il commence à y avoir cette acculturation, ces populations nationales et mondiales qui commencent à comprendre et qui pèsent sur les décideurs et qui les obligent à prendre des décisions pour lutter contre la dégradation du climat. Jean Viard, sociologue, disait « Les opinions publiques ont pris conscience que nous étions allés beaucoup trop loin avec la nature et que nous avions creusé un trou qu'il faut aujourd'hui combler. Désormais, ce n'est plus l'homme qui fait l'histoire, mais la nature. » Alors voilà, ces opinions publiques qui sont mobilisées, moi j'y crois. Je pense que c'est à elles de se bouger et de faire bouger les décideurs, parce que c'est eux qui ont... Mais si c'est bien, ça ne va pas assez vite. Et surtout, on n'y met pas les moyens qu'il faut. 87 milliards de fonds sociaux européens pour le climat, c'est bien, par an, mais c'est insuffisant. Il faudrait 1000 milliards par an. Alors 1000 milliards, ça fait peur. 1000 milliards, c'est quoi? C'est 1% du PIB mondial. 6% du PIB, produit intérieur brut, européen. Quel père de famille, sachant que sa famille est menacée, n'accepterait pas de mettre 1% de sa richesse pour la sauver? 1%. 1000 milliards. On met 1000 milliards pendant 4-5 ans, et si tout le monde s'y met, on va redresser la barre. Donc 1%. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas accessible. Il faudrait quand même que l'économie libérale et ultralibérale qui nous domine, parfois un peu trop, pour une fois, se montre un peu plus fraternelle et protectrice. Alors il y a cette action internationale qui commence à bouger, ces milliards qu'il va falloir débloquer, et puis ce qu'on peut faire localement, en termes d'action publique et individuellement. L'action publique, on vous l'a montré, donc on végétalise, on a planté jusqu'à 250 arbres, on désimperméabilise les sols, on fait, comme dirait Marjorie, du relamping, on essaie d'utiliser des LED pour consommer moins d'électricité, on achète des véhicules électriques, on va faire un potager municipal sur 2 ou 3 hectares pour alimenter nos écoles, pour faire de la consommation locale, ça c'est très important. Arrêtez de manger des kiwis qui ont fait 3000 km ou 10 000 en avion, quoi. Faut arrêter, ça c'est plus possible, quoi. Et on lutte la biodiversité, pensez-y, hein, les nichoirs, et nous on n'utilise pas de pesticides. C'est important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une contribution au bon fonctionnement de la nature. Et puis pour vous donner un exemple, parce qu'on a essayé d'illustrer, sur la commune, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures publiques, 2600 mètres carrés. À la fin de l'année, ce sera terminé. Ça couvrira 55% de la consommation de la municipalité, en éclairage public, en éclairage des bâtiments, en chauffage. 55% avec 2600 mètres carrés. Donc on peut tous y arriver. Donc l'action internationale, l'action publique locale, et vous, bien sûr. Vous, moi. Comment je peux participer? Comment je dois participer? Toujours penser que c'est aux autres de faire, c'est sûr que les Chinois ils polluent plus que nous, les Américains, n'en parlons pas. Mais, est-ce que parce que le voisin ne fait pas bien, moi j'ai aucune raison de faire bien?
Ben non, je crois qu'il faut y aller. Alors, quelques pistes, parce qu'il s'agit de notre présent, je vous le disais, les sécheresses, mais il s'agit de l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Donc, quelques pistes, ben individuellement, on privilégie les transports non polluants, on isole les logements, on consomme local, on réduit ses déchets, on réduit sa consommation électrique. La consommation numérique, c'est important, hein. Quand on scrolle là sur le téléphone portable, là, c'est une tranche de mégawatts de centrales nucléaires. Donc, mollo sur le numérique, quoi. Donc ça, c'est participation internationale, locale, publique et puis individuellement. Et je crois beaucoup à cette mobilisation. François Mitterrand, lui, sur la fin de sa vie, il croyait aux forces de l'esprit. À lui de voir. C'est un grand homme, c'est un grand président de la République. Moi, je crois surtout à la mobilisation générale. Je pense à ce qu'on peut faire ensemble et tous dans le même sens. Je vais juste vous raconter en 30 secondes, pas plus. Dans les années 80, j'ai été militant à Amnesty International et on était des millions à écrire pour la libération de Nelson Mandela. Eh bien, on a obtenu, parce qu'on a fait la pression mondiale, on a fait une pression mondiale, on a obtenu la libération de Nelson Mandela et ça a mis fin à l'apartheid. Donc ensemble, on peut être très fort et ça permettra de gagner du temps parce que si la nature est gravement atteinte, on sait qu'elle est puissamment résiliente, mais à condition qu'à un moment, on arrête de lui taper dessus, quoi. Voilà. Alors on compte sur tout le monde, partout, over the world, que chacun fasse en fonction, mais c'est un petit peu grave quand même. C'est un peu grave comment la Terre est malade. Voilà, alors en cette période de vœux, nous souhaitons une Europe en porte-étendard du triomphe de la démocratie. La démocratie, c'est important parce que sans elle, tout ce que je viens de vous dire, ça ne marche pas. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, là, toutes ces démocratures qui émergent, ou ces théocraties, avec ces Bolsonaro, Trump, Poutine, qui font semblant de faire de la démocratie, mais qui abondent d'une haine entre les peuples. On n'est pas sur la bonne voie. Quant aux théocraties et aux mollahs, on est vraiment très loin. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire aussi que moi et mon équipe et moi-même, sommes très fiers de soutenir le peuple ukrainien, mais aussi les femmes iraniennes, parce que si parfois on se plaint en France de ne pas avoir assez de liberté, eh bien, il y a dans ce pays, comme dans d'autres malheureusement, des femmes qui meurent pour un morceau de foulard. Alors pour le peuple ukrainien et pour les femmes iraniennes, si vous êtes d'accord, encourageons-les. Donc une Europe porte-étendard de la démocratie, une Europe en porte-étendard de l'action climatique planétaire, on en a parlé, et une Europe qui soit un porte-étendard d'un art de vivre totalement réconcilié avec la nature. La nature désormais commandera, si on ne comprend pas, on va à la catastrophe. Voilà, et pour chacun d'entre vous, Canétois, Canétoises, et puis tous ceux qui sont là, et puis plus large, parce qu'on a intérêt à comprendre qu'on a un destin planétaire commun. À tous, nous souhaitons des vœux de santé, de joie et de fraternité. Je voudrais remercier les organisateurs de cette cérémonie, mes collègues élus, mais aussi la technique, par exemple, avec Stéphane Cabrera. Bravo, c'est lui qui fait son et lumière. Merci. Oui, on peut l'applaudir parce que... il a 12 claviers, et c'est pas simple, quoi. Et le personnel, évidemment, communal. Et vous invitez à partager le buffet qui va être uniquement composé de produits locaux, produits par nos commerçants, donc ils vont vous régaler de leurs galettes, de leur chocolat, de leur charcuterie, de leurs sushis. Voilà, je crois qu'on a ce rôle à jouer en termes de développement économique, de favoriser, nous aussi, avec les moyens publics, l'essor de ces commerces. Voilà, alors à tous, bonne année, bonne santé et à l'Ankeva.